Bonjour, je suis Bruno Balou, professeur de fresques dans notre école, donc en métier d'art au sein de l'ANSAHAMA. Je vais d'abord présenter la section. Donc nous sommes une formation diplômante Bac+3. Donc il y a 3 niveaux, 3 années d'études. La première année, l'effectif est composé de 7 étudiants. Deuxième année, on reste sur cet effectif. Parfois, si un étudiant décide de changer de profil, à ce moment-là, on peut intégrer d'autres étudiants. Et même en troisième année, il est possible d'intégrer de nouveaux étudiants. Donc on reste globalement sur des effectifs de 7 ou 6, ce qui est assez évidemment intéressant de travailler avec des petits collectifs de la sorte. Je vais peut-être d'abord vous présenter les techniques globalement que vous allez rencontrer en choisissant notre section. La technique centrale, c'est la fresque. J'entends par là du décor peint mural. Au départ, évidemment, on vous apprend la technique ancestrale, celle qui permet de peindre dans un corps d'enduit à base de chaux et qui, par un processus chimique, permettra de fixer la peinture. Mais il faut aussi l'entendre dans un sens plus large, à savoir toutes les techniques de peinture murale, imaginables. Et autour de cette technique centrale s'agrègent d'autres possibilités, d'autres savoir-faire, tels le sgraffito, qui est une technique où l'on passe des couches d'enduit colorées successivement, contrastant, et en grattant les couches supérieures, on révèle le dessin, on peut révéler un dessin sur les couches inférieures. C'est une technique aussi ancestrale et qui a un intérêt maintenant dans le trend actuel de la contemporanéité picturale pour le graffiti en général, les street artistes qui peuvent par là apporter un supplément par rapport à ce qui se pratique en général dans la technique murale citadine. Il y a aussi des techniques telles le stucco lustro qui permet de faire des enduits extrêmement brillants. Et évidemment, on accède aussi aux techniques de la peinture à l'huile, techniques de tempéra, peinture à l'œuf, à l'encaustique. On a aussi un poste d'aérographe qui permet aussi de travailler avec cette technique-là. Et puis, progressivement, on a mis aussi en place des interventions en céramique. On est doté d'un four, ce qui nous permet aussi de faire une initiation à la céramique dans l'esprit, d'intégrer la céramique dans l'art mural. C'est d'ailleurs la seconde terminologie de notre atelier, c'est à la fois fresque et l'art mural au sens large du terme. Donc, comme la céramique est un métier d'art qui a le vent en poupe, je trouve très intéressant d'allier les deux pour proposer des décors qui soient à la fois faits d'enduits fresques, d'enduits picturaux et d'éléments en céramique. C'est une possibilité, une proposition qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir devant elle, qui peut s'adresser notamment aux décors dans le domaine du luxe, mais plus largement qui permet beaucoup de créativité. Sur cette question de la créativité, je rebondis pour vous dire que, en termes de recrutement, ce qui nous importe fortement, c'est d'avoir justement des étudiants qui ont de la créativité. Donc ça, c'est une chose essentielle pour nous. Évidemment, nous prenons en compte aussi l'aspect scolaire. Un peu plus haut, pardon, excusez-moi. Et le tenir comme ceci, d'accord, entendu. Bien, ça va comme ça, c'est mieux ? D'accord. Donc, en termes de recrutement, dans la lettre de motivation, l'aspect de la créativité est importante. Ce que vous avez obtenu, votre assiduité, évidemment la qualité des rapports de classe, enfin tout ça est important. Je reviens maintenant sur la question du descriptif, du contenu de chaque niveau d'études. Globalement, vous allez avoir pendant les 3 ans
On va dire que la semaine sera composée de 3 types de cours. Il y aura des cours généraux, composés de philo, de français éventuellement, de langue, d'histoire de l'art. Vous aurez des cours d'art appliqué généraux, qui feront l'objet de l'expression plastique. Il y aura de la comptabilité, il y aura des cours sur la composition, des cours d'informatique, d'infographie, et enfin un corps qui représente les cours d'atelier. Globalement, en première année, à partir de l'année prochaine, vous aurez une journée de 6 heures dédiée à l'atelier, ce qui veut dire que globalement, vous êtes dans l'atelier toute la journée. Et à partir du 3e semestre, donc c'est-à-dire le 2e semestre de la seconde année, vous aurez aussi 4 heures de plus de cours devant professeur en atelier. L'ensemble des cours ne représente pas toutes les heures où vous pouvez être présent à l'école. Vous aurez aussi la possibilité d'être en autonomie. Cette autonomie, les étudiants l'utilisent à bon escient, soit pour compléter leur présence à l'atelier, soit aussi pour compléter leur travail par rapport aux autres types de cours. Donc la 2e année, on a une journée de cours complète, cette fois-ci de 8 heures en atelier. Et enfin, la 3e année, on a 2 journées globalement complètes de cours en atelier, dans lesquelles il ne faut pas voir que l'aspect technique et savoir-faire de l'atelier. Il y a aussi d'autres éléments comme la question de la professionnalisation et la question aussi des technologies à transmettre. Globalement, voilà, ça se passe ainsi. 3e année, donc, c'est l'année diplômante. Le 1er semestre fera l'objet d'une étude pour arriver à pondre un mémoire qui sera présenté devant un jury. Et au dernier semestre, pardonnez-moi, donc au 6e, il y aura vraiment un diplôme décerné par un jury où vous présenterez tout votre travail personnel qui aura été basé sur le mémoire et qui aura fait l'objet d'études, d'expérimentations, d'hypothèses pendant cette 6e année, pendant ce 6e semestre. Lors de la seconde année, vers la fin de l'année, à partir du mois de mai, donc semestre 4, vous partirez en stage. Ce stage représente 8 semaines et c'est l'occasion évidemment de rencontrer des professionnels, soit précisément déjà dans la direction professionnelle que vous êtes en train de prendre à travers cette formation, mais ça peut être aussi des stages qui vous donneront des compléments de formation dans des profils annexes. Ça peut être le vitrail, ça peut être le domaine de la taille de pierre, le métal, etc. Je veux revenir aussi sur un aspect qui me semble important, c'est la question de la transversalité. À travers vos travaux en atelier, vous serez certainement amené parfois, ne serait-ce que en visitant les autres ateliers, à avoir envie d'intégrer des éléments annexes. Encore une fois, ça peut être le vitrail, le domaine du spectacle, ce qu'on appelle les matériaux de synthèse au sens large, donc le travail d'élastomère, le travail du plâtre, des moules, la céramique, j'en ai déjà parlé, ça peut être le domaine de la laque, celui du métal. Globalement, j'ai là présenté à peu près tous les métiers d'art de la section qui peuvent faire l'objet de transversalité pour enrichir encore votre projet. La question des débouchés, c'est essentiellement dans le domaine du décor du mur. Je vous engage vraiment à développer la créativité pour être justement tout à fait original dans votre proposition professionnelle. Et je pense vraiment que le domaine du luxe est le domaine le plus adéquat pour trouver des débouchés dans ce domaine. Avant de donner la parole à un de mes étudiants de 2e année, Hugo, je regarde une dernière fois s'il manque rien à tout ce que je voulais dire. Si, oui, il y a encore une chose dont je voulais parler, c'est la possibilité parfois de partenariat pendant ces 3 ans. Il nous arrive d'être approchés par soit des institutions, soit des entreprises, afin de réaliser des décors. Il y a nécessité de décors dans bien des domaines, des décors muraux. Et dans ce cas-là, on établit des conventions de partenariat avec ces organismes qui vous permettent d'être vraiment déjà en situation professionnelle. Et notamment, ces partenariats sont la plupart du temps
font l'objet d'une tarification, d'une facturation qui nous permet parfois de partir en voyage d'études. Voilà. Écoutez, je pense que je suis maintenant en mesure de passer la parole à mon étudiant Hugo, qui certainement sera en mesure d'avoir son propre son de cloche, sa propre approche de ses études. Et il est donc en 2e année. Et Hugo, la parole est à toi. Voilà. S'il y a d'éventuelles questions, Joséphine, tu peux nous les faire parvenir. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, du coup. Donc, comme l'a dit Monsieur Balou, on a, on va dire, une diversité de techniques qui est assez, on va dire, pas impressionnante, mais assez forte. Et on est amené à travailler différents matériaux, un peu comme il vous l'a dit. Donc, on a une technique de prédilection qui est enseignée, on va dire, dans très peu d'écoles. On a la chance d'avoir donc la technique de la fresque qui est enseignée ici. Donc, c'est des décors muraux qui, on va dire, cette technique date de l'Antiquité. Donc, on a un savoir dessus qui est assez grand. Et ce qui est important aussi, c'est que cette technique, elle est enseignée à très peu d'endroits, et c'est un moyen aussi de continuer à la faire vivre et de lui faire traverser le temps. Et cette technique, en lui faisant traverser le temps, on peut aussi, comme dans l'Antiquité, faire traverser des œuvres et des décors muraux jusqu'à dans le futur proche et tardif. Il y a une chose que j'ai, excuse-moi Hugo, oui. dont tu peux parler aussi, parce que tu es très bien... Oui, pardonnez-moi. Il y a une chose aussi que tu peux évoquer, oui, parce que tu es vraiment tout à fait adapté pour en parler, que j'ai complètement oublié d'évoquer, c'est l'aspect aussi décor en bas-relief. Est-ce que tu peux juste échanger un tout petit peu sur cette immense et ambitieuse œuvre que tu es en train de réaliser sur plusieurs mois au sein de l'atelier? Merci de m'avoir lancé sur un sujet, Monsieur Balou, parce que j'étais un peu perdu. Alors, on utilise beaucoup de techniques et on va aussi pouvoir travailler. Donc, les décors muraux, c'est pas seulement que du 2D, que du dessin, que des fresques, que des peintures murales. C'est aussi beaucoup. On peut le voir dans des châteaux ou même jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de bâtiments publics ou privés. C'est aussi du décor en volume, c'est-à-dire ça peut aller du bas-relief, donc avec un léger relief, un léger 3D. Jusqu'au très haut relief, voire presque ronde bosse, comme on peut voir dans l'Antiquité sur pas mal de statues. Par exemple, je pense notamment aux statues égyptiennes qui sont presque en ronde bosse, c'est-à-dire qu'on a des statues, des volumes qui sont presque décrochés du mur. Et donc on va pouvoir travailler le 3D avec plusieurs matières. Donc on peut utiliser beaucoup de plâtre avec différents corps à l'intérieur pour le faire tenir, comme de la filasse, du grillage, on peut même utiliser du polystyrène, mais ça c'est peut-être à éviter du point de vue écologique. On peut évidemment peindre ensuite sur ces volumes avec différentes techniques, que ce soit acrylique, gouache ou encore peinture à l'œuf, et réaliser différents décors avec ça. Donc les projets peuvent très bien être assez courts pour faire des essais de techniques, mais on peut aussi, lorsqu'on a des projets un peu plus sur le long terme, par exemple cette année, Monsieur Balou nous a lancé sur le thème de la prolifération végétale, du grotesque, et on devait incorporer à ce sujet la notion aussi de créature. Le grotesque, donc c'est un courant artistique qui est développé dans l'Antiquité et qui a beaucoup été repris durant la Renaissance et durant les périodes classiques, parce qu'il s'intégrait parfaitement à leur idée on va dire, de symétrie, de décor, on va dire mythologique. Donc cette année, voilà, on est lancé sur ce projet, et ce projet est un projet assez long. On le réalise, on y pense depuis du coup la rentrée, voire cette année avant les vacances, avant les grandes vacances, puisqu'il y a eu le confinement. On a eu énormément de problèmes au niveau des délais, et ça, donc on a eu beaucoup de temps de réflexion pour ce projet, mais on a eu également aussi beaucoup de temps pour travailler la matière et réaliser
différents essais et aussi on a beaucoup de temps du coup pour réaliser ce projet. Donc c'est un projet qui prend du temps. Donc si vous venez en fresque, attendez-vous des fois à avoir des projets qui sont pas pliés en une semaine ou 2 semaines. Des fois ça peut durer plusieurs semaines. On peut en avoir aussi plusieurs qui se chevauchent parfois pour des raisons de temps. Très bien. Je pense que maintenant, ce serait peut-être le moment de savoir s'il y a des questions qui... Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de questions. Pas de questions particulières. Hugo, tu nous parlais du temps que tu as mis à faire ton œuvre. Est-ce que ça veut dire que vous avez beaucoup d'ateliers par semaine ? Alors, par semaine, on a une journée d'atelier avec le professeur. En tout cas, en 2e année, je me rappelle plus comment c'était l'année dernière. On a une journée d'atelier avec le professeur. Donc, c'est 6 heures en première année. Bon, on est amené à travailler quand même plus de temps que 6 heures dans la journée. Et en 2e année, c'est 8 heures. 8 heures, exactement. Voilà. Oui. Donc, on peut rester un peu plus longtemps que ça dans cette journée de 8 heures. On a également aussi, donc des fois c'est plus ou moins bien fait, on a également soit des demi-journées, donc 2 demi-journées, soit une journée entière qu'on peut passer alors soit à l'atelier, si on veut évidemment travailler à l'atelier, soit travailler, on va dire, d'autres matières à l'école ou personnellement, mais évidemment quand même en rapport avec ce qu'on fait dans notre filière. Donc on a une journée d'atelier plus 2 demi-journées, soit une journée environ dans la semaine en plus de cette journée-là. Et en 3e année, je vous laisse continuer. Oui, mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Voilà, en 3e année, il y a 2 jours pleins devant professeur, plus de l'autonomie. Mais je dois dire, par exemple, dans le cas d'Hugo, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il s'est complètement approprié l'atelier et tous les moments d'autonomie où il n'a pas cours par ailleurs, je le vois au sein de l'atelier, travailler de façon complètement personnelle, sans du tout déranger les autres étudiants. Et enfin, c'est agréable de voir comme un étudiant tellement investi qui a déjà, au fond, je trouve, un profil professionnel et qui profite de toutes les... ce qui lui est permis d'utiliser au sein de l'atelier pour développer sa propre trajectoire. Donc voilà, ça c'est des étudiants comme ça. C'est un régal. Voilà. Faut essayer vraiment de profiter un maximum de l'atelier parce qu'on a, comme on l'a dit plus tôt, on a la possibilité d'avoir accès à énormément de techniques qu'on n'a pas forcément le temps de voir en une journée par semaine ou durant le temps aussi qu'on a en 3e année. Donc c'est important de passer un maximum de temps à l'atelier, si possible, pour varier les techniques et expérimenter aussi personnellement et voir aussi ce qui vous plaît. Parce que le plus important, c'est vraiment d'avoir envie de venir en fresque, envie de venir faire des projets, d'utiliser des techniques qui vous plaisent pour réaliser des projets qui vous plairont également. Alors, on nous demande combien de stages fait-on à l'école et est-ce que l'école aide à trouver des stages, des lieux de stage ? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 8 semaines. 8 semaines qui doivent être prises lors du 4e semestre, c'est-à-dire le 2e semestre de la 2e année. Et ça commence en général début mai, après les vacances de Pâques. Et vous pouvez développer ces 8 semaines, groupées ou non, jusqu'à fin juillet, globalement. À partir de là, il y a plusieurs possibilités. Vous prospectez de votre côté. Nous avons, une banque de données à travers toutes les années où nous avons accumulé des rapports de stage que les étudiants doivent déposer à l'issue de leur formation. Et puis globalement, on vous aide aussi à chercher dans le domaine qui vous intéresse, de façon à ce que vous puissiez après prendre langue avec des formateurs. Et après, comme je le disais, on signe une convention de stage qui engage le formateur à vous recevoir pendant la période qui doit, au moins pour que c'est un intérêt, il faut que ça dure au moins 15 jours. Mais ça peut être intéressant de faire plusieurs stages dans des domaines très différents. Donc il y a une période de stage qui est de début mai jusqu'à fin juin, fin juillet.
Donc, mais vous pouvez également, plutôt que faire donc un gros stage, soit faire plusieurs stages, donc de la durée de 8 à 12 semaines. Mais vous pouvez aussi faire soit un seul stage ou plusieurs stages, étaler ce temps de stage aussi durant les vacances que vous avez précédemment dans l'année. Mais vous avez en tout cas un temps de stage continu entre mai et juillet qui est disponible. Effectivement, on peut éventuellement faire d'autres périodes de stage, mais celles-ci sont indispensables. Et là, ça sera vraiment à partir de mai de la deuxième année jusqu'au mois de juillet cette deuxième année. Ensuite, on nous demande si on peut être amené par la suite à travailler dans la restauration et quels sont les débouchés après la formation. Effectivement, on a certains étudiants qui travaillent dans la restauration, d'ailleurs globalement parce qu'ils ont rencontré lors de leur stage des restaurateurs. On a notamment un professionnel qui gère un peu tous les grandes restaurations des monuments historiques, religieux sur la place de Paris. Et donc auprès de cette personne, il y a la possibilité après de continuer à faire des stages. Et puis progressivement peut-être de trouver du travail à travers cette perspective-là. J'ai eu des étudiants aussi qui ont fait après de vraies écoles de restauration pour compléter leur formation, qui néanmoins après sont revenus parfois vers des disciplines plus créatives, mais certains sont restés dans le domaine de la restauration. Alors, ça peut être la restauration de châteaux, d'intérieur. Il y a plein de possibilités possibles. Voilà, s'il y a d'autres questions. Peut-être Hugo, tu vas ajouter. Oui, aussi, je voulais parler parce que on parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est dommage, on n'a pas le support visuel qu'on a habituellement pour les portes ouvertes. Donc ce serait, si vous êtes au courant ou que vous l'avez déjà vu, c'est bien. Mais aussi, pensez à aller voir, il y a un site internet, c'est Vimeo. Le lien doit être sur le site de l'école, sinon vous allez sur Vimeo, vous tapez Nsama. Vous allez tomber sur des vidéos qu'a réalisé l'école pour les portes ouvertes et où on peut voir donc les différents ateliers, dont le nôtre, fresques et décors muraux. Et ce sera peut-être aussi plus cohérent de voir les vidéos, histoire d'avoir un visuel quand même, parce que c'est vrai que dans une filière où on travaille beaucoup le visuel, les décors muraux, bon, c'est bien d'avoir accès à un visuel pour ça. Alors maintenant, on a des questions par rapport à l'entrée dans l'école. Donc pour le portfolio, on doit mettre son univers artistique via des références, etc. Et est-ce qu'on doit mettre aussi nos investissements extrascolaires qui ne soient pas artistiques? Bon, il est bon de sentir qu'un étudiant est motivé, qui s'est déjà aguerri à différentes pratiques, ne serait-ce pour gagner un petit peu de sous à côté, et puis par curiosité. C'est toujours plus intéressant que quelqu'un qui n'aurait rien fait jusqu'à briguer cette formation. Ça, c'est certainement un plus. Je mets vraiment l'accent sur la question de la créativité. On apprécie beaucoup quand dans le portfolio, il peut aussi y avoir on voit un travail personnel, des esquisses, que ce soit des croquis en ville, dans les cafés, à la campagne, de la portraituration. Ça permet de voir le niveau de dessin de la personne. J'entends pas par là qu'il faut avoir un niveau de dessin extraordinaire pour entrer, parce que vous êtes aussi là pour apprendre, mais qu'on sente une appétence pour le plaisir de dessiner et de croquer. Ça, c'est quelque chose qui, en général, nous ravit. Donc, on l'a vu, la créativité, c'est quelque chose d'important pour rentrer. Oui, c'est, on va dire en termes de pédagogie, pour un enseignant, quelqu'un qui n'aurait pas de créativité, c'est délicat de le mener, de l'amener à se dépasser. Mais la créativité, elle ne naît pas comme ça, on ne naît pas avec la créativité. Quelque chose qui peut vraiment la booster énormément, c'est une curiosité culturelle. Quand on s'intéresse, alors je dois dire qu'avec le Covid en ce moment, voir des expos c'est compliqué, mais bon, il y a quand même Internet, il y a les livres. C'est important de voir des spectacles, de lire sur l'histoire de l'art, de compulser des livres sur l'art, et quand on peut le faire aussi, de voir des expositions, parce qu'on éprouve des émotions. On éprouve des affinités électives pour certains artistes, et c'est ainsi que progressivement,
on arrive à se situer dans ce domaine et à avoir envie de développer par émulation son propre travail. Ce qui est important de dire aussi, dans la question, il y avait aussi est-ce qu'on doit parler d'éventuelles passions ou choses qu'on fait en dehors des études ou autres. Ce que vous allez faire en fresque et ce que vous allez dessiner, ce que vous allez réaliser, dépend énormément de vos passions extérieures, puisqu'en fait, ce que vous dessinez aussi le sujet, le thème, avec une certaine passion. Si vous êtes par exemple passionné moi je pense particulièrement à Chagall, il était passionné par exemple de musique, et ben dans ses travaux, dans ses œuvres, que ce soit des tableaux ou des peintures murales ou même des costumes, il fait ressentir énormément sa passion qu'il avait pour la musique. Donc tout courant musicaux d'ailleurs confondus. Mais donc vous pouvez parler des éventuelles passions que vous avez en dehors des études, puisqu'en fait vos passions vont guider vos travaux dans le futur et dans cette école. Et ça va guider vos visuels. Vous pouvez être passionné de cheval, de cuisine, de plantes, je sais pas, peut-être de musique comme Chagall ou autre. Donc c'est important de parler aussi de vos passions peut-être. On aime les gens motivés en somme. Donc on a parlé de l'aspect artistique et de l'aspect technique, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Quand on est à l'atelier, c'est un moment qui est assez physique et c'est un lieu qui est assez poussiéreux et salissant. Donc comment ça se passe la vie à l'atelier et qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour... Je propose tout de suite de passer la main à Hugo pour parler de ça, puisque c'est très concret. Voilà, c'est très concret. Moi, je suis pas forcément j'ai pas beaucoup de... On va dire, physiquement, je suis pas quelqu'un de très costaud, mais en tout cas, j'ai la motivation et la matière, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, vous n'allez pas forcément... si vous avez d'éventuels problèmes physiques ou n'importe quoi ou rien du tout, en tout cas, c'est votre passion qui va vous donner envie de travailler. Au niveau de l'atelier, donc on est beaucoup dans la poussière, on a des charges, on va dire, parfois lourdes à porter, mais vous pourrez toujours vous débrouiller. Et c'est pas les problèmes techniques, c'est pas très, on va dire, c'est pas très, c'est un détail, mais bon, c'est sûr que si vous aimez pas du tout la poussière ou ceci dit, c'est pas très. Et de toute façon, bon, ce qui est amusant, il y a quelques grandes messes dans l'année, on va dire 2 ou 3, où on reçoit des grosses commandes, des grosses livraisons de matériel. C'est une journée où effectivement on fait passer les sacs de l'un à l'autre. Et bon, c'est un moment amusant, on est effectivement un peu éreinté après. Mais le quotidien dans l'atelier n'empêche pas de boire une tasse de thé. Et bon, effectivement, on évolue dans un milieu un peu poussiéreux, mais c'est pas non plus étouffant. Enfin, il n'y a rien de dangereux dans la mesure où on fait attention. Et l'ambiance est bon enfant et assez vitale. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il faut aimer la matière et il faut aimer travailler avec différents matériaux, salissants ou pas. Oui, il faut aimer la matière. Tu as raison, il faut avoir un sens pour la matière. J'ai une dernière question qui va être assez technique. On nous demande si on travaille le plâtre, mais est-ce que on utilise également la chaux, la paille et d'autres techniques pour réaliser nos enduits ? Oui, effectivement. On utilise le plâtre, la chaux, le sable, le mortier-colle, le ciment, le chanvre, la paille, la filasse, le métal. On utilise énormément de matériaux pour arriver à affiner son travail. Tout ça, effectivement, est utilisé. On utilise du verre, il n'y a vraiment pas, je trouve, de matériaux ou de techniques particulières à proscrire. Tout peut faire l'objet d'un intérêt en vue de l'œuvre définitive. Oui, il n'y a pas vraiment de limite au niveau des matériaux. Comme on l'a dit, on utilise céramique également. On utilise donc chaux, sable, paille. On peut utiliser du plastique, pourquoi pas. On peut utiliser... Il n'y a aucune limite à partir du moment où ça peut tenir sur le mur. Ok, merci pour vos réponses et voilà. Bonne journée. Merci. Bonne journée.